Richard Ramirez, plus connu sous le nom de Night Stalker, était une menace. En l'espace d'1 an, il a assassiné plus d'une douzaine de personnes, s'imposant comme l'un des tueurs en série les plus tristement célèbres et les plus violents de l'histoire récente. Son arrestation, son procès et sa condamnation à mort ont donc été un soulagement pour beaucoup de gens, en particulier pour les familles de ses victimes. Cependant, après plus de 2 décennies passées dans le couloir de la mort, le temps a finalement manqué au Night Stalker. À l'approche de sa mort, il s'est produit un événement qui a changé à jamais la façon dont le monde voyait ce tueur. Une fin adaptée. Le 7 juin 2013. Richard Ramirez, l'homme qui a fait frissonner des millions de personnes, est allongé sur un lit d'hôpital à l'hôpital général de Marin, en Californie. Cela faisait des années qu'il était dans le couloir de la mort, passant 23 heures par jour dans une boîte en béton de la taille d'une place de parking, sous des lumières fluorescentes qui ne s'éteignaient jamais complètement. Pas d'intimité, pas de silence, juste le bruit des portes, le murmure des gardiens, les cris occasionnels qui résonnent dans le bloc cellulaire. Pour un homme qui se nourrit de chaos et d'attention, c'est une sorte d'enfer. Pas de fan adorateur, pas de caméra, pas de fanfare satanique. Il n'y avait qu'à attendre. He'd pace the 6-foot-wide cell, scribble letters to his bizarre groupie, maybe replay his crimes in his head like old home movies. Pourtant, le couloir de la mort ne l'a pas humilié. Il s'est appuyé sur l'infamie, signant des autographes pour les obsédés du crime et profitant de l'attention qui en découlait, jusqu'à ce que le cancer apparaisse. Quel type de cancer? Le lymphome à cellules B, un type de lymphome non-hodgkinien qui se développe dans les lymphocytes B. Les globules blancs sont en quelque sorte les soldats de première ligne de l'organisme. Ils sont censés identifier les envahisseurs, comme les virus ou les bactéries, et rallier le système immunitaire pour les combattre. Mais lorsque ces cellules B se multiplient de manière incontrôlée, elles deviennent l'ennemi. Elles évincent les cellules saines, affaiblissent les défenses de l'organisme et se propagent dans les ganglions lymphatiques, la moelle osseuse ou les organes. Il s'agit d'une trahison lente et systémique. Pour Ramirez, dont la vie entière a été une trahison de l'humanité, la justice poétique est difficile à ignorer. L'homme qui se nourrissait du chaos est mort dans une chambre d'hôpital stérile, son corps consumé par le même type de chaos qu'il avait autrefois infligé. Le lymphome à cellules B ne s'annonce pas avec fracas. Il commence subtilement. Peut-être Ramirez a-t-il d'abord remarqué un ganglion lymphatique enflé, une petite masse indolore sous sa mâchoire ou dans son cou. Pour un homme qui a passé des décennies en prison, où chaque douleur est ignorée ou minimisée, il serait facile d'en faire abstraction. Mais le lymphome ne se préoccupe pas de savoir si vous êtes un tueur en série ou un saint. Il est rampant. Ses ganglions gonflés. Ce sont des amas de cellules B cancéreuses. Puis vient la fatigue. Pas la fatigue habituelle après une longue journée, mais un épuisement profond qui fait que même s'asseoir ressemble à un marathon. Imaginez Ramirez, qui autrefois rôdait dans les quartiers pendant des heures, luttant aujourd'hui pour rester éveillé pendant son séjour en prison. Ses tatouages infâmes, pentagrammes, faucheuses, s'étendent sur une peau qui pâlit et s'amincit. La perte de poids commence, non pas celle due à un régime, mais celle due à l'amaigrissement. Les muscles s'atrophient, les pommettes ressortent. Le même visage qui apparaissait sur les affiches Wanted dans les années 80 devient décharné, presque méconnaissable. Au moment où la fièvre apparaît, le cancer a pris le contrôle de la situation. Le thermostat de votre corps se dérègle. Un instant, vous frissonnez sous les couvertures. L'instant d'après, vous êtes trempé de sueur. Pour quelqu'un comme Ramirez, dont toute la personnalité était fondée sur la domination et le contrôle, cette perte d'autonomie a dû être exaspérante. Imaginez la frustration. Le Night Stalker, qui dictait autrefois quand et comment les gens mouraient, est désormais à la merci de sa propre biologie. Et puis, il y a la douleur osseuse, des douleurs profondes et lancinantes que les analgésiques ne parviennent pas à soulager. Ce n'est pas la violence rapide d'un coup de feu ou d'un couteau. Elle est implacable, lancinante. Chaque mouvement devient un rappel de la mortalité. Et l'anémie, c'est le voleur silencieux. Les globules rouges diminuent, le laissant essoufflé, étourdi, le cœur s'emballant juste pour pomper le peu d'oxygène restant. Même son tempérament infâme s'est émoussé. Pas d'énergie pour les débordements dans les salles d'audience ou les théâtres des chefs de secte. Juste l'immobilité. Au fur et à mesure que le lymphome progresse, son système immunitaire, déjà mis à mal par des années de prison, une mauvaise alimentation et l'hépatite C, dont il est également atteint, s'effondrent. Chaque toux peut être une pneumonie. Chaque égratignure est une porte ouverte à la septicémie. L'homme qui a survécu à un passage à tabac en 1985, qui portait ses cicatrices comme des trophées, est désormais vulnérable à des infections qu'un simple rhume pourrait déclencher. L'ironie est brutale. Le prédateur devient une proie, chassée par des microbes que son corps aurait dû chasser. Dans les dernières semaines, les soins palliatifs sont tout ce qu'il reste. Plus de chimiothérapie,
Plus de tentatives désespérées de guérison. Juste des gouttes de morphine pour endormir la douleur, peut-être des tubes d'oxygène pour soulager le souffle. Les infirmières ajustent ses oreillers, vérifient ses signes vitaux, mais il n'y a pas de guérison ici, seulement de l'attente. Pour Ramirez, un homme qui avait soif d'attention, cela aurait pu être l'humiliation ultime, la dépendance. Pas de lettres d'adoration de fans lues à haute voix, pas de caméra capturant son sourire en coin. Juste un lit d'hôpital, des machines qui bipent et le bourdonnement des lampes fluorescentes. Son corps, autrefois capable d'une violence inouïe, est aujourd'hui flétri et fragile. Il finit par en mourir. Il y a là une ironie sinistre. Le Night Stalker, un prédateur qui a envahi des maisons et détruit des vies, a finalement été abattu non pas par l'aiguille du système judiciaire ou par une vie de culpabilité, mais par son propre système immunitaire qui l'a trahi. Pourquoi ce contraste est-il si frappant? Dans la fleur de l'âge, Ramirez était une véritable terreur. Ramirez n'était pas un criminel solitaire typique. Ses crimes étaient aléatoires, chaotiques et d'une violence choquante. Il s'introduisait dans les maisons la nuit, souvent par des fenêtres ou des portes non verrouillées, ce qui lui a valu ce surnom inquiétant. Une fois à l'intérieur, il agressait, tuait et volait parfois des objets insignifiants, comme des pièces de monnaie ou des bijoux, comme s'il laissait une carte de visite tordue. Sa signature, un pentagramme dessiné sur les murs ou sur les corps des victimes, associé à des murmures occasionnels sur Satan. Ce qui rendait Ramirez si terrifiant, ce n'était pas seulement sa brutalité, c'était aussi son imprévisibilité. La police a eu du mal à relier les points, car ces attaques se sont déroulées dans plusieurs villes, de San Francisco à Los Angeles, et il ne semblait pas avoir de modèle. Mais c'est là que le bas blesse. Ramirez n'était pas un génie. Il commettait des erreurs. Lors d'un cambriolage, il a laissé une empreinte digitale sur le rétroviseur d'une voiture. Dans un autre, une victime a survécu et a donné une description. Mais ce qui l'a finalement conduit à sa perte, c'est l'indignation du public. Après que son visage a été placardé dans les journaux et à la télévision, une foule de citoyens ordinaires l'a reconnu dans la rue à East LA. Ils l'ont poursuivi, le battant jusqu'à l'arrivée de la police. Imaginez cette scène, un tueur en série qui a passé des mois à se cacher dans l'obscurité, abattu par une foule en colère en plein jour. C'est presque poétique, d'une manière sinistre. Lors de son procès en 1989, Ramirez s'est laissé aller à la théâtralité. Il criait « Hail Satan !» dans la salle d'audience, exhibait ses tatouages de mains en forme de pentagramme devant les caméras et souriait pendant les témoignages des survivants. C'était comme s'il auditionnait pour le rôle du croque-mitaine. Le jury n'a pas cru à son jeu. Il l'a reconnu coupable de 13 meurtres, même si le nombre réel de victimes pourrait être plus élevé. Il a passé des décennies dans le couloir de la mort, évitant les dates d'exécution grâce à d'interminables appels. Une chose à laquelle il n'a pas pu échapper, cependant, c'est le cancer qui a fini par mettre fin à sa vie. On peut se demander comment quelqu'un comme Ramirez peut avoir un cancer en prison. Eh bien, le lymphome à cellule B ne se soucie pas de qui vous êtes. Ce n'est pas une punition, c'est une question de biologie. Les facteurs de risque comprennent l'âge, un système immunitaire affaibli ou l'exposition à certains produits chimiques. Aucun de ces facteurs n'est particulièrement karmique. Mais le cerveau humain a besoin d'une symétrie narrative, n'est-ce pas? Nous voulons que le tueur en série qui vénère Satan connaisse une fin tragique, et non qu'il disparaisse comme un méchant oublié de la télévision. Pourtant, la réalité ne joue pas toujours le jeu. Mais soyons clairs, sa souffrance, quelle qu'elle soit, ne l'absout pas. Ses victimes n'ont pas eu droit à des soins palliatifs. Elles n'ont pas eu droit à de doux adieux. Leurs derniers instants ont été marqués par la terreur et la douleur, infligées par lui. Si sa mort clôt un chapitre, elle ne réécrit pas l'histoire. L'héritage du harceleur nocturne ne réside pas dans la façon dont il est mort, mais dans la façon dont il a vécu et dans les vies qu'il a détruites. Et c'est une horreur qu'aucune dose de morphine ne pourra jamais atténuer. Pour les familles de ces victimes, sa mort n'a pas apporté de catharsis. Nombre d'entre elles ont attendu 24 ans une exécution qui n'a jamais eu lieu, pour se voir offrir cette fin anticlimatique. Pas de dernier mot d'excuse, pas de bilan final, juste un certificat de décès et un titre de journal. C'est un sentiment d'injustice, comme si l'univers avait oublié d'équilibrer la balance. La mort de Ramirez n'a pas été la fin dramatique que beaucoup auraient pu imaginer. Après sa condamnation en 1989, il a passé plus de 20 ans dans le couloir de la mort de Saint-Quentin, faisant appel de sa sentence, donnant des interviews et épousant même une rédactrice indépendante qui est devenue étrangement obsédée par lui. Ses fans lui ont envoyé des lettres. Des artistes ont peint son portrait. Il est devenu une célébrité perverse, un mythe sombre piégé derrière les barreaux. Et puis, discrètement, à l'âge de 53 ans, il est parti. Pas de dernier combat, pas de dernière confession. Juste un cancer. Si sa mort a clos un chapitre, elle n'a pas effacé l'horreur. Mais il y a peut-être un certain réconfort à savoir que même le traqueur de nuit n'a pas pu échapper à la seule chose qui nous traque tous. Le temps. Mais Richard Ramirez n'a pas toujours été un monstre. Qu'est-ce qui l'a tant changé?
et qui a fait de lui l'homme maléfique que nous connaissons aujourd'hui, apparemment beaucoup de choses. La fabrication d'un monstre. Dès le départ, la vie a été organisée contre Ramirez. Sa maison n'était pas une maison, c'était une zone de guerre. Son père, Julian, immigré mexicain et ancien officier de police, n'était pas seulement un fusible court, c'était un détonateur ambulant. La rage explosive était la devise de la famille. Richard a vu son père battre sa mère, ses frères et sœurs, et lui-même. La violence n'était pas occasionnelle, elle était routinière. Pour un enfant comme Richard, il n'y a pas d'échappatoire, sauf une. Lorsque le chaos devient trop important, il court au cimetière local, s'allonge sur des tombes fraîches sous les étoiles, trouvant la paix parmi les morts. Pensez-y une seconde. Un enfant si terrifié par la maison qu'il préfère la compagnie des pierres tombales. Mais le traumatisme ne s'arrête pas là. L'enfance de Richard a été un champ de mine d'instabilité supplémentaire. Enfant, il avait développé des crises d'épilepsie qui le plaquaient au sol sans avertissement. Imaginez l'humiliation. Un garçon déjà malmené pour sa timidité et son anglais médiocre qui se met à trembler de façon incontrôlée en classe. Les autres enfants se moquent de lui. Les adultes le qualifient de perturbé. Et sa famille? Elle ne se précipite pas pour le réconforter. Son père, déjà noyé dans la colère, voit les crises comme une faiblesse. Richard apprend donc à intérioriser la honte, à enfouir sa vulnérabilité. À l'adolescence, il s'auto-médicamente avec toutes les drogues qu'il peut trouver. Marijuana, cocaïne, LSD. Maintenant, ajoutez une autre horreur. Son cousin, Mike. Revenons au début des années 1970. Richard Ramirez a 13 ou 14 ans. C'est un enfant tranquille, qui porte déjà le poids d'une vie familiale violente, les coups de son père, les crises d'épilepsie qui l'humilient à l'école, le sentiment d'être invisible, impuissant. Puis son cousin Mike revient du Vietnam. Non pas avec des médailles ou des histoires d'héroïsme, mais avec un sac de sport rempli d'horreur. Miguel Angel Mike Valles n'est pas seulement un ancien combattant, c'est un criminel de guerre. Un homme qui, selon certains témoignages, a participé à des atrocités à l'étranger, violent, torturant, assassinant des civils, et qui a ramené cette noirceur chez lui. Pour un enfant perdu et en colère comme Richard, Mike n'est pas seulement un parent, il est un modèle tordu, une porte d'entrée vers un monde où la violence n'est pas seulement acceptée, mais célébrée. Imaginez Mike faisant asseoir Richard dans une pièce faiblement éclairée et sortant une pile de Polaroid. Pas des photos de vacances en famille, mais des clichés de femmes et d'enfants vietnamiens qu'il aurait tués. Des corps ensanglantés, des visages mutilés. Il riait en décrivant comment il faisait, ce qu'il ressentait. Pour Richard, il ne s'agit pas d'un simple choc, mais d'une révélation. Voilà quelqu'un qui comprend la rage qui couve en lui. Quelqu'un qui ne lui dit pas de prier pour que les crises disparaissent, ou d'être un homme. Mike valide sa colère, la recadre comme un pouvoir. Et puis, il tend un couteau à Richard. Il l'emmène dans le désert. Il lui apprend à traquer les lapins, les chiens, tout ce qu'ils peuvent trouver. Il lui montre comment les égorger, comment savourer le contrôle. Ce n'est pas de la chasse, c'est du toilettage. Mike n'apprend pas à Richard à tuer des animaux. Il lui apprend à tuer l'empathie. Mais les leçons ne s'arrêtent pas là. Mike est aussi celui qui initie Richard à la drogue. Pour un enfant déjà noyé dans l'insécurité, les substances deviennent du courage liquide. Elles atténuent la peur, amplifient la colère et brouillent la frontière entre le bien et le mal. Et puis, il y a le satanisme. Mike dit à Richard que Dieu est un mensonge, que la morale est pour les faibles. Le vrai pouvoir vient en embrassant le diable, en adorant le chaos. Pour un garçon élevé dans un foyer catholique, où la culpabilité et la punition étaient des rituels quotidiens, le satanisme devient l'ultime rébellion. 10 ans plus tard, Richard Ramirez se faufile dans une chambre à coucher de la banlieue californienne. Richard Ramirez se faufile dans une chambre de la banlieue californienne, un pistolet 22 à la main. Il n'est plus le gamin maigrelet qui se cachait dans les cimetières. C'est le traqueur nocturne. Et lorsqu'il laisse un pentagramme maculé de sang sur le mur, ou qu'il grave un symbole satanique dans la chair d'une victime, ce n'est pas un hasard. C'est une signature. Un clin d'œil à l'homme qui lui a appris que la peur est un outil. Les enquêteurs pensent d'abord qu'il s'agit d'une fausse piste, d'un moyen de les déstabiliser. Mais c'est plus profond que cela. Ces symboles sont un hommage à Mike, à l'idéologie qui a permis à Richard de devenir un monstre. Voici la partie qui fait froid dans le dos. Mike n'était pas seulement une mauvaise influence. C'était un tueur en série à part entière. Bien que les détails exacts soient obscurs, des membres de la famille ont affirmé plus tard que Mike avait avoué de multiples meurtres au Vietnam et après son retour au pays. Imaginez la dynamique. Un adolescent, Richard, déjà abîmé, encadré par un psychopathe qui considérait l'humanité comme une proie. Mike ne s'est pas contenté de l'exposer à la violence. Il l'a industrialisé. Il en a fait un programme scolaire. Les meurtres d'animaux étaient des devoirs, les drogues des expériences de laboratoire et le satanisme l'examen final.
Richard était tellement abîmé que lorsque le psychiatre Michael Stone a qualifié Richard Ramirez de psychopathe fabriqué, il ne se contentait pas de lui coller une étiquette. C'était la description la plus précise de ce qui était arrivé à Richard. La plupart des gens se représentent les psychopathes comme des monstres nés, n'est-ce pas? Comme s'ils sortaient de l'utérus sans conscience, destinés à faire du mal. Mais l'idée de Stone renverse cela. Ramirez n'a pas été câblé de cette façon dès le premier jour. Il a été construit. Pensez à lui comme à une maison construite sur du bois pourri. Chaque clou, chaque planche, la violence de son père, le sadisme de son cousin, les drogues, la posture satanique, a été enfoncé jusqu'à ce que l'ensemble s'effondre dans le chaos. La psychopathie n'est pas une simple case à cocher dans un test de personnalité. Il s'agit d'un spectre, et le cas de Ramirez est un exemple parfait de la façon dont l'environnement peut faire grimper le cadran à 11. Prenez son père, Julian. Cet homme n'avait pas seulement un tempérament emporté, il en faisait une arme. Les coups n'étaient pas de la discipline, mais des leçons de domination. Pour un enfant déjà ébranlé par l'épilepsie et les brimades, cette violence n'était pas seulement traumatisante, c'était un modèle. Puis arrive le cousin Mike, fraîchement débarqué du Vietnam, faisant miroiter des crimes de guerre comme des histoires à dormir debout. Soudain, la cruauté n'est plus seulement normalisée, elle est glorifiée. Tuer des animaux, ce n'est pas un signal d'alarme, c'est un entraînement. Au moment où Ramirez a commencé à se droguer pour endormir sa honte, l'interrupteur de l'empathie était déjà en train de vaciller. Mais c'est là que la théorie du fait de Stone devient inquiétante. Ramirez n'a pas seulement copié la violence de Mike, il l'a améliorée. Les symboles sataniques, le hasard, les railleries des médias, ce n'était pas de la psychopathie innée. C'était de l'art de la performance. Un gamin qui a grandi sans pouvoir, jouant maintenant le méchant parce qu'il attire l'attention. Même son absence de remords n'était pas un défaut génétique, c'était de la survie. Quand on vous apprend que la vulnérabilité vous blesse, vous vous blindez. Vous cessez de voir les gens comme des personnes. Encore une fois, rien de tout cela n'excuse ce que Ramirez est devenu. De nombreuses personnes ont vécu une enfance difficile et ne deviennent pas pour autant des tueurs en série. Mais cela nous oblige à nous poser la question suivante. Quelle est la part du mal qui naît et quelle est celle qui se fabrique? L'éducation de Ramirez ressemble à une liste de contrôles pour créer un prédateur. La violence constante a normalisé la brutalité. L'épilepsie et les brimades ont fait naître le ressentiment. Les drogues ont érodé l'empathie. Et les leçons de Mike lui ont permis d'armer sa rage. Lorsque Ramirez a commencé à s'introduire dans les maisons dans les années 80, il ne se contentait pas de commettre des crimes, il rejouait son traumatisme. Le contrôle qu'il exerçait sur ses victimes reflétait l'impuissance qu'il avait ressentie dans son enfance. Les symboles sataniques qu'il a laissés, peut-être une rébellion contre la culpabilité catholique que sa famille essayait de lui inculquer, ou simplement une autre couche de valeurs choc pour consolider son mythe. Ramirez n'était pas un produit passif de son environnement. Il a fait des choix. Il s'est appuyé sur l'obscurité. Lorsqu'il a commencé à rôder dans les quartiers, ce n'était plus un enfant effrayé, mais un homme adulte qui utilisait sa douleur comme une arme. Les drogues qui l'engourdissaient, autrefois, alimentèrent désormais son audace. Les cimetières dans lesquels il se cachait enfant sont devenus des terrains de chasse. Et la violence dont il était témoin à la maison, il l'a améliorée, transformant des espaces intimes, chambres à coucher, salons, en scène de sa rage. Richard continuera à rendre la vie infernale aux habitants de l'agglomération de Los Angeles et de la région de la baie de San Francisco. L'une de ses habitudes les plus troublantes est son absence de discrimination. Il s'en prenait à n'importe qui, sans distinction d'âge ou de sexe. Par exemple, en mars 1985, il a assassiné Jenny Vinkow, 79 ans, en la poignardant à plusieurs reprises dans son appartement de North Hollywood. Quelques semaines plus tard, il s'est introduit dans la maison de Vincent et Maxine Zazzara à Arcadia. Il a abattu Vincent, puis ligoté Maxine, l'a violée sexuellement et l'a matraqué à mort avec un démonte pneu. Il a laissé la maison du couple dans le chaos, avec des symboles sataniques griffonnés sur les murs. Une signature effrayante qu'il a répétée dans d'autres crimes. Ramirez a souvent intensifié ses attaques, combinant meurtre et vol. En mai 1985, il a envahi la maison de Bill et Lillian Doua à Monterey Park. Il a tiré une balle dans le visage de Bill, puis a brutalement attaqué Lillian, lui arrachant les yeux avant de la laisser pour morte. Par miracle, elle a survécu, mais le traumatisme était inimaginable. Lors d'un autre incident, il a tué une femme de 65 ans, Joyce Nelson, en lui tirant dessus et en lui tranchant la gorge à son domicile de Burbank. Richard n'était pas seulement un envahisseur de domicile, il frappait aussi à l'extérieur. En juillet 1985, il a enlevé et assassiné une jeune fille de 16 ans, Whitney Bennett, alors qu'elle promenait son chien à Monrovia. Il lui a tiré une balle dans la tête et a laissé son corps dans les buissons. Quelques jours plus tard, il a attaqué un couple, Linda et Elias Abowat, dans leur maison de Sun Valley, les abattant tous les deux avant de s'enfuir. Les crimes de Ramirez étaient marqués par une extrême violence et un mépris total de la vie humaine.
Il torturait souvent ses victimes, utilisant des armes comme des couteaux et des marteaux pour les faire souffrir. Il volait des bijoux, de l'argent et même des voitures, laissant derrière lui une scène de chaos et de terreur. La maladie pure dont il faisait preuve a beaucoup affecté la communauté, et il est donc surprenant qu'un grand nombre de personnes aient été bouleversées par sa mort. Pourquoi? Eh bien, beaucoup de gens n'étaient pas contents qu'il n'ait pas été exécuté. Aurait-il dû être exécuté? Pour certains, la nouvelle de la mort de Richard Ramirez a apporté un sentiment de soulagement. Enfin, le monstre était parti. Mais pour d'autres, c'est du sel dans une plaie qui n'a jamais cicatrisé. Car Ramirez n'est pas mort par injection létale. Il n'a pas été attaché à un brancard, forcé de faire face aux familles qu'il a brisées. Il est mort tranquillement, sans douleur, les draps bien rangés autour de lui. Et cela a rendu les gens furieux. Expliquons pourquoi. Ramirez a été condamné à mort en 1989 pour 13 meurtres, mais le nombre réel de ses victimes ne sera peut-être jamais connu. Mais voilà, la Californie n'est pas une grande adepte des exécutions. En fait, elle n'a exécuté personne depuis 2006. En raison de contestations juridiques, de débats politiques et d'une pénurie nationale de médicaments pour les injections létales, le couloir de la mort est devenu une condamnation à perpétuité. Pendant plus de 20 ans, Ramirez est resté assis dans une cellule de San Quentin, déposant des recours et donnant des interviews. Il est devenu une célébrité macabre, un fantôme vivant qui hante les familles de ses victimes. Imaginez leur rage. On leur avait promis la justice, œil pour œil. Mais au lieu de cela, ils ont eu droit à la bureaucratie, un purgatoire juridique où Ramirez pouvait sourire, arborer ses tatouages de pentagrammes et survivre à certaines des personnes qui l'avaient traumatisé. Parlons maintenant du retour de bâton. Nombreux sont ceux qui affirment que la Californie a laissé tomber ses familles. Pourquoi laisser un homme qui a admis avoir commis des atrocités, qui n'a montré aucun remords, traîner pendant 24 ans avec l'argent des contribuables? Le coût est à lui seul stupéfiant. L'hébergement d'un condamné à mort en Californie coûte environ 90 000 $ de plus par an que celui d'un détenu en population générale. Multipliez ce chiffre par 24 ans et vous obtiendrez des millions dépensés pour maintenir Ramirez en vie. Les critiques qualifient ce système de farce. Pourquoi payons-nous la facture de ses repas, de ses soins médicaux, alors qu'il a refusé à tant de personnes leur droit fondamental à la vie? Pour les familles qui ont attendu des décennies pour tourner la page, sa mort par cancer a ressemblé à une plaisanterie cosmique. Pas de finalité, pas de responsabilité, juste l'attente, jusqu'à ce que le temps fasse ce que l'État ne voulait pas faire. Mais c'est là que le bas blesse. Le système californien de la peine de mort n'est pas lent à cause de l'apathie. Il est lent de par sa conception. La procédure d'appel est exhaustive et c'est intentionnel. L'idée est d'empêcher l'exécution d'une personne innocente. Chaque appel, chaque obstacle juridique est une garantie. Mais dans des cas comme celui de Ramirez, où la culpabilité n'était pas seulement évidente mais affichée, ces garanties ressemblent à des failles. Son procès a été un véritable cirque médiatique. Il s'est vanté de ses crimes. Il n'y avait pas de mystère, pas de « peut-être qu'il ne l'a pas fait ». Alors pourquoi ce retard de plusieurs décennies? Les critiques affirment qu'il ne s'agit pas d'une question de justice, mais de politique. La peine de mort en Californie est dans les limbes depuis des années, coincée entre les gouverneurs qui la soutiennent et ceux qui ne la soutiennent pas, entre les décisions de justice et l'opinion publique. Si Ramirez n'est pas mort rapidement, c'est parce que le système lui-même est défaillant, bloqué par des idéologies concurrentes. Et puis, il y a le coût humain. Pour les familles des victimes, le délai n'était pas seulement un inconvénient, c'était une torture. Prenons le cas de Mei Leung, une fillette de 9 ans que Ramirez a assassinée en 1984. Sa famille a immigré aux États-Unis pour se mettre à l'abri, mais leur fille a été enlevée de la manière la plus brutale que l'on puisse imaginer. Pour eux, l'exécution de Ramirez n'avait rien d'une vengeance. Il s'agissait d'un rituel, d'un acte final pour reprendre le pouvoir, pour dire « ça s'arrête ici ». Mais avec chaque date reportée, chaque dossier juridique, cette fin s'éloignait. Lorsque Ramirez est finalement mort, ce n'était pas un chapitre clos, c'était une porte claquée par quelqu'un d'autre. Mais attendez, tout le monde n'est pas d'accord pour dire que l'exécution aurait apporté la paix. Certains affirment que le couloir de la mort lui-même est une sorte d'enfer. Imaginez que vous passiez 24 ans dans une cellule de 1,80 m sur 1,80 m, 23 heures par jour, sans véritable contact humain. Pas de lumière du soleil, pas de but, juste l'attente. Pour un homme comme Ramirez, qui avait soif d'attention et s'épanouissait dans le chaos, cette monotonie était peut-être sa propre punition. Pas de caméra, pas de gros titres, juste l'oubli. Et peut-être que c'est pire que la mort. Peut-être que le laisser pourrir était la vraie justice. Mais essayez de dire cela à une mère qui a survécu à l'assassin de son enfant.
ou à un mari qui a vieilli dans la fragilité, alors que l'homme qui a assassiné sa femme est resté figé dans le temps, souriant sur les photos d'identité judiciaire. Le problème des débats abstraits sur la punition est qu'ils oublient les personnes en chair et en os qui sont restées derrière. Pour eux, la mort de Ramirez n'était pas philosophique, elle était personnelle. L'incapacité de la Californie à agir a été ressentie comme une trahison. Un message selon lequel sa vie, aussi monstrueuse soit-elle, comptait plus que la leur. Voici la vérité qui dérange. La peine de mort n'existe pas dans le vide. C'est un miroir. Elle reflète nos valeurs, nos peurs, nos contradictions. Le cas de Ramirez nous oblige à nous demander à quoi sert la peine capitale. S'agit-il de dissuasion? Alors pourquoi les États qui appliquent la peine de mort ont-ils encore des taux d'homicide élevés? S'agit-il de rétribution? Dans ce cas, pourquoi faut-il des dizaines d'années pour qu'elle s'accomplisse? Ou s'agit-il de quelque chose de plus sombre, d'un besoin collectif de voir les monstres punis, même si le processus est imparfait, même si cela nous coûte moralement et financièrement? L'histoire de Ramirez ne répond pas à ces questions. Elle les amplifie. Sa vie et sa mort exposent les failles d'un système qui n'arrive pas à décider ce qu'il veut être. Un système qui condamne la violence tout en la perpétuant, qui exige de tourner la page sans pouvoir le faire. En fin de compte, le diagnostic de son cancer n'a rien résolu. Il a simplement prouvé que le temps est la seule chose que nous ne pouvons pas contrôler. Ni nos lois, ni nos émotions, ni même notre corps. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous souhaitez regarder une autre vidéo passionnante comme celle-ci, cliquez sur l'une des cases qui se trouve sur votre écran.